Comme vous voulez, debout, assis. Enfin, je vous disais, Daniel, c'est dommage, on avait invité Arnaud Montebourg à venir. Et il n'a pas pu venir. T'as vérifié, il est pas. Il est habité en ce moment. Il est habité, oui, c'est ça. Il est très très habité dans quelque chose d'hyper du nouveau monde d'ailleurs. Et voilà. Bon, alors, pas exagérer, hein, l'habitat, il y en aura besoin dans le nouveau monde quand même. Oui, peut-être avec des imprimantes 3D, tout ce dont vous nous expliquez. Écoutez, c'est parti. C'était de la sérendipité active. On part d'un élément, puis on va sur un autre, et puis sur un troisième. Et c'est comme ça souvent qu'on réfléchit. Donc merci pour cette vision extrêmement large. Il y avait de l'utopie, mais comme disait un de vos illustres prédécesseurs, Serge Christophe Kohn, l'utopie est quand même le meilleur médicament contre le défaitisme. Donc rien que ça, après tout, c'est déjà un bon élément. Alors, il y a 1 milliard, et je pense que vous avez plein de questions, ou plein d'interrogations, ou plein de façons de rebondir. Vous avez abordé de temps en temps aussi des questions qui fâchent, par exemple la question de l'emploi, qui est venue vraiment sur la fin. Je dis, il en parle ou pas de l'emploi? Et finalement, alors sur une vision qu'on pourra trouver peut-être très très positive, en même temps, on rappellera déjà aujourd'hui des entreprises comme Amazon qui, je crois, n'ont jamais sorti 1 euro d'équilibre. Par ailleurs, mais là c'est peut-être de l'économie à l'ancienne, finalement on compte plus pareil maintenant visiblement. C'est aussi en effet des entreprises qui déjà aujourd'hui, il y a certainement plein d'ingénieurs mathématiciens, mais le gros des emplois en effet c'est de la manutention de base, quoi. Donc il y a bien ce lien-là entre cette grande nouveauté, ces grandes modernités, et puis les emplois souvent beaucoup plus classiques. Vous avez abordé au début toutes ces problématiques autour de, on a donc cette belle période de météo, et finalement qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces temps de météo? Alors visiblement cette fois-ci, la dernière fois, c'était la cagnotte. Là, visiblement, on n'est plus trop là-dedans, ce qui est déjà ça. Je rappelle, ça avait fait consensus, hein, droite-gauche, c'était tout. Surtout, on n'investit pas pour l'avenir, mais on est à donner un petit peu d'argent aux différents corporatismes. Là, on n'a plus l'air d'être trop là-dedans. Enfin, il faut déjà qu'on rembourse, puisque je crois qu'on a une grande victoire, on ne fait que 4% de déficit cette année. Ouais, donc, on va voir ça, moi, je vais voir ça demain. Voilà, une énorme victoire par rapport à ce qui était prévu, mais c'est quand même 4%. Donc, qui se rajoute au reste. Enfin, je ne suis pas matheux, justement, mais bon. Non, on est d'accord, vous avez raison. Alors, justement, d'ailleurs, sur ces éléments-là, peut-être vous avez abordé un tout petit peu les pays nordiques, et entre autres la Suède, en disant, en même temps, ils sont déjà sur un certain nombre d'éléments, disons, de nouveautés. Et c'est intéressant parce qu'il me semble que la Suède a aussi eu une action très forte de transformation de son économie, de transformation des services publics et autres, et que c'est un pays, je crois, qui a fortement, je crois que c'est à moins de 50% le déficit de l'État. Donc c'est intéressant parce que d'un côté, il me semble qu'ils ont réduit ces éléments dont vous avez parlé au début, donc les risques d'endettement, et en même temps, vous nous dites, ça ne les a pas empêchés d'aller sur l'avenir. Est-ce que, si je ne me trompe pas, est-ce que vous pourriez nous dire 2-3 éléments du type de dynamique? L'intérêt de la Suède, c'est que c'est quand même un pays d'Europe. Donc on peut se dire, finalement, même si on ne sera jamais des Suédois, surtout moi, vu les différences de taille, mais en tout cas, on peut peut-être plus, et de cheveux, en tout cas, on peut plus leur ressembler sans doute que les gens de Taïwan ou je ne sais pas quoi. Est-ce que là, il y a un élément intéressant ou pas? Oui, alors, tout à fait. Bon, juste la Suède, quand même, en termes de poids, c'est Rhône-Alpes, hein, quand même. Il faut toujours se souvenir que quand on parle... Gérard Collomb sera très content. Oui, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que souvent, on a tendance... Alors, c'est très, très grand. C'est beaucoup plus grand que Rhône-Alpes en termes de dimension, mais en termes de poids économique. Donc, c'est vrai que c'est plus facile, évidemment, à faire varier des petits modèles que des gros. Effectivement, la Suède a connu des problèmes un peu comparables à ceux que peut connaître la France aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle social extrêmement puissant, mais on va dire tellement puissant qu'il finit par tourner à l'envers. C'est même pas à vide, c'est qu'il tourne à l'envers, c'est-à-dire qu'il s'autodétruit, ce qui est exactement le cas d'une autre, c'est-à-dire qu'on voit que pour essayer de le préserver, il prélève tellement sur l'économie réelle qu'en réalité, il a de moins en moins de capacité de fonctionner. Et donc, il se retrouve dans une situation où on est de plus en plus en défense de quelque chose qui est de plus en plus non défendable. Donc, ça s'est passé en Suède, et il y a eu effectivement des réformes très très fortes et très violentes d'ailleurs, qui ont abouti à des choses pas forcément sympathiques pour les citoyens. Il faut être toujours très clair sur le cas suédois, notamment alors une sécurité sociale pour tout le monde, mais avec un coût réel très fort, une réduction très très importante de l'indemnisation chômage et du temps pendant lequel on est indemnisé. Donc tout un tas de situations comme celle-là, mais qui font qu'à la fin, le modèle se remet à tourner de manière positive, pourvu évidemment qu'il y ait un accord du corps social en disant c'est quoi ce qu'on veut préserver, quels sont les éléments forts qu'on veut garder, et qu'est-ce qu'il va falloir sacrifier par rapport à notre mode de fonctionnement. Je crois vraiment que, donc ça c'est effectivement un cas intéressant, mais c'est un cas intéressant, on va dire presque dans l'ancien monde. Nous, ce qui nous attend, c'est encore plus fort que ça.
Parce que non seulement notre modèle ne tourne pas, et donc on se dit bah, il va falloir qu'on le répare, mais on a derrière quelque chose qui est encore plus puissant, qui a inventé vraiment une autre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on va devoir faire les deux choses en même temps. Bon, tant pis, hein, quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix, mais il faut vraiment l'envisager comme ça. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je me bats, mais bec et ongles, et je vous dis dès demain matin, je pense que ce sera le cas, sur la question du déficit, sur la question de la dette publique française, c'est pas parce que ça fait joli d'un point de vue mathématique ou d'un point de vue esthétique de dire des comptes à l'équilibre, quand même, c'est mieux. Hein, c'est de dire que là, aujourd'hui, les finances publiques françaises jouent le rôle en astronomie, vous voyez, d'un trou noir. Le trou noir, c'est l'aspirateur à matière. Hein, quand on voit un trou noir dans l'espace, il n'y a plus rien autour qui existe, parce que toute la matière est attirée et disparaît dans le trou noir. Et donc là, aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez un trou noir à financement qui est notre financement et notre dette publique, qui fait que tout est aspiré d'une façon ou d'une autre par la dette publique, qui fait d'ailleurs qu'à certains moments, les politiques disant bon, on n'arrive pas à supprimer le trou noir, donc on va essayer de refaire sortir de la matière à la sortie du trou noir, c'est-à-dire on fait créer la BPI, quoi. Puisque ça attire tout l'argent disponible, on va essayer d'en remettre par l'économie. Mais on voit d'ailleurs avec le problème de la BPI que c'est exactement le truc, c'est-à-dire qu'elle réapparaît, c'est réaspiré en fait, quand on regarde bien, par la finance publique à nouveau. Donc vraiment, là, l'idée tellement importante, c'est ça, c'est de dire que pour arrêter ce phénomène d'aspiration, il faut vraiment arrêter l'aspirateur et dire à un moment donné, on doit se retrouver dans une situation où nous avons un certain nombre de caractéristiques fortes autour de la chose publique française. Simplement, aujourd'hui, nous sommes à un niveau de 57% du PIB, hein, c'est souvent ce qu'on utilise, et en fait, on va être probablement supérieur, 57,5% du PIB, c'est beaucoup trop, c'est-à-dire que là, ça devient une sorte d'aimant, en effet, qui fait que l'investissement n'a plus lieu en France à cause de ça. Et toute l'épargne française, toute l'épargne des assurances-vie, toute l'épargne sur les carnets de caisse d'épargne, en réalité, elle va dans le trou noir et finance de la dette publique, uniquement de la dette publique. Et encore, ça va, on a des taux faibles. Le jour où on remonte les taux, évidemment, hein, quand vous avez 2000 milliards, si vous avez, logiquement, on doit remonter à 4%, quoi, je dirais, ce serait le niveau normal en ce qui concerne nous 3-4%. Vous voyez, par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, ça vous fait grosso modo 80 milliards de déficit en plus. Nous avons 60 milliards de charges de la dette, on se retrouverait à 150 milliards de charges de la dette, c'est-à-dire des niveaux qui seraient ingérables. Donc on doit vraiment, non seulement par rapport à ce danger-là, mais surtout par rapport à l'idée de libérer de la capacité d'investissement pour ailleurs. Et quand on dit libérer de la capacité d'investissement pour ailleurs, ça veut dire donc un très gros effort dans la dépense et pas dans l'investissement. Là, ce qu'on a vu, quand vous évoquez la réduction de 4,4 à 4, qu'est-ce qu'on a vu du point de vue des chiffres? Donc je vous dis, j'aurai vraiment toutes les précisions demain, même si je ne pourrais pas les donner, parce que ce sera confidentiel. Mais normalement, sur le Haut Conseil, nous sommes tenus à une confidentialité pendant 22 ans, je crois. Donc dans 22 ans, je vous raconterai vraiment ce qui s'est passé demain. Mais donc 22 ans et un jour, pardon. Donc le problème de 4,4 à 4%, c'est comment on l'a eu. Alors il y a eu évidemment la réduction du coût de l'intérêt. Il y a eu aussi le deuxième élément, c'est la réduction de l'investissement. Réduction de l'investissement, donc on maintient une hausse des dépenses et on réduit l'investissement, alors là, en volume, en valeur. Et donc ça, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait qu'on fasse. Il faut absolument qu'on réduise notre coût de fonctionnement de l'État et des collectivités locales et de la sécurité sociale, et qu'en face, on continue l'investissement, on poursuive l'investissement. Alors on va dire, ah oui, mais alors on fait comment? Et le service public? Enfin, en 2000, on était à 51% du PIB en France. C'est-à-dire si on économise 7% du PIB, ça nous fait, grosso modo, une obligation vraiment de contraction de presque 180 milliards de dépenses publiques tout de suite. Pour revenir au niveau 2000, 180 milliards d'économies. On est loin même des 20, des 50, vous voyez. Et là, on retrouve les services publics de l'an 2000. Enfin, les services de l'an 2000 en France, ce n'était pas quand même, que je sache, des services publics préhistoriques, quoi. Il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire qu'on a eu une dérive terrible, et cette dérive, en effet, elle est extrêmement grave, pas simplement par rapport au modèle actuel, mais surtout quand vous êtes en train de dire le besoin crucial, c'est le besoin d'investissement.
Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, si vous voyez sur Dailymotion, je pense que c'est des mauvais signaux à envoyer de dire on refuse de l'investissement extérieur. On a besoin d'investissement massif, il faut même que l'investissement extérieur vienne massivement de la façon la plus libre et la plus volontaire possible. Plus vous êtes en train d'envoyer des messages négatifs, plus vous risquez d'avoir, on va dire dans notre situation où l'investissement est complètement cantonné sur le public, si vous empêchez l'investissement extérieur de venir, là c'est vraiment la catastrophe. Et en vous écoutant, je me disais qu'en plus, en